Bonjour à tous, moi c'est Lorraine Gouin, je suis responsable marketing et développement chez Solidatech. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie parce que je suis avec mon collègue Bory. Salut Bory, Salut Lorraine. qui est Du donc coup, chef de transformation numérique chez Solidatech. À vrai dire, c'est plus Bory que moi que vous êtes venu occuper à écouter aujourd'hui, mais je vais quand même garder la parole un petit instant pour vous expliquer comment utiliser l'outil de webinaire sur lequel on est aujourd'hui et aussi pour vous donner voilà, un petit aperçu des activités de Solidatech. D'un point de vue donc pratique, je vais vous informer que le webinaire du jour il est enregistré et que le replay sera mis à votre disposition dans notre centre de ressources en début de semaine prochaine, comme demain c'est férié. Et donc, vous en serez averti, en l'occurrence par email, mais voilà, que vous voyez pardon, passer ou non le message, sachez que ça sera dans notre centre de ressources dans tous les cas, avec également, et information qui a son importance, le support de présentation aussi que Bory a préparé. On vous le mettra également dans ce même article du centre de ressources. Autre élément, je vous invite aujourd'hui et d'ailleurs, je vais regarder si vous avez la possibilité de le faire en parallèle. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez participer dans le chat? Ça n'est même pas dit. Hop, discussion, parce que Zoom, et voilà. Ah non, mais Zoom en fait les siennes tout le temps. Voilà, maintenant, normalement, vous allez pouvoir nous dire bonjour. Si ça fonctionne. Oui, ben voilà, parfait, trop bien. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Merci Perrine, Michel, bonjour Olivier, Lindsay, etc. Donc voilà, maintenant le chat, vous pouvez vous en servir, notamment pour nous dire bonjour, aussi pour nous remonter d'éventuels problèmes techniques, si vous nous entendez mal, etc. Dernier point, pour échanger entre vous des remarques, des commentaires, finalement, comme on ferait un petit peu avec son camarade d'à côté en conférence. Par contre, pour ce qui est vraiment de poser des questions, qu'on traitera sur la dernière partie du webinaire avec Bory. Là, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à utiliser la fonctionnalité Q et R qui est disponible en bas à gauche de votre écran. Passez bien par l'onglet Q et R pour poser vos questions qu'on traitera à la fin. Cela étant dit, je partage mon écran pour quelques slides concernant Solidatech. Hop. Est-ce que c'est pas dit? Si. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur la présentation? on voit très bien. Ouais, super. Ouais. Et bah top. Du coup, certains d'entre vous nous connaissent un petit peu, beaucoup, d'autres pas du tout. Donc, dans le doute, on réaligne les informations. Solidatech, c'est donc un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous, en fait, on existe depuis 2008 et on fait pleinement partie de la coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui fait elle-même partie du mouvement Emmaüs. Et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et on appartient également au réseau international qui s'appelle TechSoup, qui est un réseau de solidarité numérique, originellement une ONG américaine en l'occurrence. Nos bénéficiaires sont très largement des associations loi 1901, même si on retrouve un petit peu d'autres statuts, comme notamment les fondations RUP et les fonds de dotation. Et concrètement, version rapide, comment est-ce qu'on accompagne les associations dans le secteur du numérique? Par trois biais principaux. Le premier, c'est de faciliter l'accès des associations numériques d'un point de vue logiciel et matériel. D'autre part, de les accompagner dans le développement des usages numériques en question. Et enfin, de coproduire et diffuser des savoirs sur la transition numérique des associations. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment sur l'exemple suprême de ce qu'on entend par là, puisque c'est le résultat typiquement d'une étude que vous êtes venu écouter aujourd'hui. Je détaille juste du coup les deux premiers rapidement. Le premier, ça vous donne un aperçu ici des logiciels et solutions en ligne qu'on propose à tarif réduit dans notre catalogue. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, mais de combler un petit peu tous les besoins qu'une association pourrait rencontrer en termes de numérique. Donc, ça va vraiment de l'outil de comptabilité à celui de création graphique, en passant par des antivirus, des outils collaboratifs, etc. Et on a aussi bien des offres sur des logiciels, on va dire, très
connus à la Adobe, Google, Microsoft, etc. Et d'autre part, on développe aussi des partenariats à échelle française, donc avec, par exemple, TalkSpirit, AssoConnect, Insia, Vate, etc. Et la partie matériel informatique, de manière assez cohérente avec les ateliers du bocage et leur activité principale dont je vous parlais il y a un instant, on a surtout à notre catalogue du matériel reconditionné, mais on a aussi en complément une petite offre de matériel neuf. Et puis, je vous parlais de l'accompagnement aux usages du numérique et à la prise en main des différents outils, etc. En gros, si on schématise, il y a un petit peu deux types d'accompagnement qu'on est à même de proposer. D'une part, il y a toutes les ressources qu'on met à disposition des associations et dont elles peuvent s'emparer en toute autonomie. Dans ce cadre-là, on trouve aussi bien les articles de notre centre de ressources que les newsletters qu'on envoie chaque semaine, notre outil de diagnostic numérique ou encore les webinaires tels qu'aujourd'hui. C'est aussi dans ce cadre-là que rentre notre plateforme Prestatech, qui est une plateforme qui recense des prestataires informatiques et des formateurs dans le secteur du numérique qui ont déjà travaillé avec des associations et qui souhaitent continuer. Et on a une offre d'accompagnement individuel également, avec au-delà de notre équipe support qui répond aux sollicitations de tout un chacun par mail et par téléphone, toute une offre de formation aussi de catalogue, surtout des sensibilisations aux enjeux du numérique sur des thématiques très variées. Ça va de la communication digitale au RGPD, etc. Et pour finir, certains accompagnements qui sont vraiment dans la durée. Et typiquement, par ailleurs, Boris sait très bien de quoi il s'agit pour s'occuper lui-même d'un de nos gros projets en question. Et ça, c'est vraiment des projets où on va chercher en amont des financements pour faire en sorte que ce soit complètement gratuit pour les associations sur un système d'appel à projet. Et puis, dernier slide pour ma part, avant que je passe la parole à mon collègue, c'est juste pour vous donner un aperçu de quelques chiffres clés. Et ce qu'on peut retenir là de manière très simple et rapide, c'est le fait qu'il y ait plus de 38 000 associations qui soient désormais inscrites chez Solidatech. Voilà pour ma part. Je vous rappelle juste, pour ceux aussi qui sont arrivés en cours de route, je vois, bienvenue à vous déjà. Et aussi, voilà, webinaire enregistré, replay et support de présentation disponible dans notre centre de ressources d'ici début de semaine prochaine. Vous aurez l'info par email. Et en cas de questions, très volontiers, allez-y, mais on les traitera à la fin du webinaire et passez bien, non pas par le chat, mais par l'onglet Q&R. Voilà, merci beaucoup. Bon courage, Boris. Merci Lorraine pour cette introduction et bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire consacré à la présentation de notre étude phare, la place du numérique dans le projet associatif en 2022, baromètre et enseignement. En quelques mots, pour présenter un peu l'étude, aujourd'hui, on va vraiment se consacrer sur une synthèse vraiment de cette étude qui comprend beaucoup plus de détails et on présentera tout à l'heure en fin de webinaire le lien vers le rapport écrit, comme le disait Lorraine, qui est beaucoup plus détaillé. L'idée, c'est de vraiment vous présenter les chiffres clés de l'étude et l'ensemble des enseignements clés qui pourront, j'espère, vous être utiles aujourd'hui. Du coup, pour le petit déroulé de ces 40 prochaines minutes, on va aborder le contexte de l'étude et la méthodologie de l'enquête qui a été lancée le printemps dernier. On aura un focus sur les impacts de la crise sanitaire sur les pratiques numériques dans le secteur associatif. On va voir l'ensemble des objectifs qui sont recherchés grâce au numérique par les associations, les difficultés et les leviers d'action qui sont identifiés en réponse à ces difficultés. Et enfin, à la fin de ce webinaire, on vous présentera un tableau de bord interactif qui vous permettra de lire, justement, si vous voulez aller plus dans le détail justement des résultats, d'aller regarder les résultats selon le secteur ou certains autres critères pour vraiment vous comparer par rapport à d'autres associations au national. Enfin, on verra que ça fait écho un peu à tout ce qu'on dit justement dans le cadre de nos accompagnements. Je vous représenterai les 4 clés de la transformation numérique tirées des témoignages, notamment de l'étude en 2022.
Donc, je vous propose de rentrer vraiment dans le cœur du sujet donc de l'étude, en commençant par le contexte et la méthodologie. Cette étude, la place du numérique dans le secteur associatif, dans le projet associatif, en fait, c'est une étude qu'on publie tous les 3 ans depuis 2013 et en lien avec un acteur qui s'appelle Recherche et Solidarité. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas en quelques mots, Recherche et Solidarité, c'est une association qui produit pas mal d'études en fait dans le secteur sur la vie associative. Ils ont produit en 2022 notamment une étude sur le bénévolat en France, évolution et perspective. Donc, ils produisent pas mal d'études sur destinées au secteur associatif. Et du coup, cette étude sur la place du numérique dans le secteur associatif, on a décidé, voilà, depuis quelques années maintenant, d'allier nos expertises avec nous, Solidatech, notre expertise typiquement sur les sujets du numérique et recherche et solidarité vraiment sur l'expertise, sur le traitement des données et puis leur qualité voilà, ce type-là d'enquête. Quels sont derrière les objectifs finalement de cette étude? On en retrouve 4 principalement. Le premier objectif de cette étude, c'est vraiment de pouvoir suivre l'évolution des pratiques numériques au sein des associations et de réunir les enseignements utiles. Donc, on va vraiment utiliser cette étude comme un baromètre pour suivre vraiment l'évolution des pratiques. Pour nous, cette notion de baromètre, elle est vraiment importante, et notamment aujourd'hui en 2022, puisque la dernière étude a été en 2019. Donc, on va pouvoir en 2022 intégrer l'ensemble des évolutions qu'il y a eu en fait ces 3 dernières années, et puis notamment depuis la crise sanitaire. Donc, cette édition, elle a vraiment une importance, voilà, une particularité pour nous pour 2022. Le deuxième point, c'est bien évidemment guider l'ensemble des acteurs associatifs face à leurs différents enjeux liés au numérique, selon leurs objectifs, leurs rythmes, leurs moyens et leurs contraintes. Le troisième objectif, c'est de pouvoir également donner des billes aux acteurs du numérique pour qu'ils puissent s'adapter au mieux justement à vos besoins. Donc c'est aussi dans ce but-là qu'on propose aussi cette étude. Et enfin, quatrième objectif, c'est une étude qui constitue une ressource majeure du centre de ressources des dispositifs locaux d'accompagnement sur le numérique qu'on comporte depuis 2021 avec le mouvement associatif. Donc, on accompagne à ce titre-là, du coup, des chargés de mission des dispositifs locaux d'accompagnement sur les sujets liés au numérique. Maintenant, sur l'enquête qui a été menée entre mai et juin 2022, elle s'est adressée à 2276 responsables associatifs, donc un échantillon assez conséquent qui va nous permettre, qui nous a permis, nous, d'analyser l'ensemble des résultats et de s'assurer que ça soit vraiment représentatif du secteur associatif. Donc pour cela, on a appliqué la méthode des quotas qui consiste en fait, à utiliser des coefficients pour que l'ensemble des résultats puissent vraiment correspondre à comment c'est au niveau national et qui permettent vraiment de prendre en considération l'ensemble des critères qui vont pouvoir être analysés, que ce soit donc à droite les caractéristiques, à savoir le secteur d'activité, mais également la taille selon le nombre de salariés. Il faut savoir également que cette enquête a aussi été menée auprès d'associations bénévoles et pas seulement salariées. Dans les associations salariées, on va avoir des associations avec 1 jusqu'à 50 salariés et plus. Et puis, ce qu'on va aussi analyser en termes de critères, c'est également le contexte, donc l'appartenance ou non à un réseau, l'implantation géographique, et ce qui nous intéresse surtout, c'est tout ce qui est lié au numérique, à savoir la maturité numérique des associations, qu'on va voir plus en détail par la suite. Et puis, et ça va avoir vraiment une incidence sur la réussite quand on va mettre en place sa transformation numérique, c'est le nombre et la qualité des personnes impliquées sur les sujets du numérique.
Ce que je présentais tout à l'heure par rapport au baromètre, et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu faire un focus spécial en 2022, c'est de s'interroger sur les impacts de la crise sur les pratiques numériques. Est-ce que finalement, la transformation numérique du secteur, elle a été accélérée avec la crise? Pour cela, en fait, on part d'un constat qui est que la crise, en fait, a largement défini l'évolution des usages ces dernières années. Pour beaucoup d'associations, en fait, dans ce contexte particulier, l'outil numérique a été essentiel en fait pour poursuivre, maintenir ces activités. Pour beaucoup, ça a été quelque chose qui a été contraint. Pour d'autres, ça a été une opportunité de s'y mettre et de développer de nouveaux usages qui ont pu servir derrière l'association. Donc, on a voulu creuser plus en détail justement l'impact justement de la crise sur les pratiques en posant la question suivante. Est-ce que la crise, finalement, elle a fait évoluer vos pratiques sur le numérique? Et derrière, une fois qu'on a posé cette question, donc est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que ça a été vécu positivement ou est-ce que ça a été vécu négativement par les associations? Alors, on se rend compte que du coup, il y a une diversité voilà, de situations par rapport à la crise. La réponse, elle n'est pas évidente hein, sur cette question-là. On constate typiquement que pour 26% des répondants, effectivement, la crise a bien accéléré les pratiques numériques et également la maîtrise des outils. Donc, on voit que du coup, pour ces 26%, en fait, la crise a été vue comme une opportunité pour consolider des usages déjà existants et de développer de nouveaux usages pour répondre à des besoins en interne ou des besoins en externe par rapport aux adhérents de l'association et puis tous les publics qui sont visés. Pour 12%, pour le coup, c'est des associations n'avaient pas encore de pratique bien encaissée numérique, mais qui se sont qui se sont lancées à l'occasion de la crise et pour qui aujourd'hui, c'est un atout aujourd'hui. À contrario, pour 7% qui se sont lancés à l'occasion de la crise, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, on peut s'interroger finalement sur pourquoi c'est devenu un atout aujourd'hui pour les 12% et pourquoi c'est compliqué pour ces 7%. Est-ce qu'il n'y avait pas un certain nombre de prérequis qui n'avaient pas été auxquels ne répondaient pas finalement ces 7%. Est-ce que, par exemple, ils avaient suffisamment de temps pour mettre en place des outils, pour mobiliser les bonnes compétences? Ça, du coup, il y a pas mal de choses qu'on pourra voir justement dans la présentation des clés de la transformation numérique. Peut-être que pour ces 7%-là, il n'y avait pas finalement ces prérequis pour se lancer sur le numérique et que du coup, peut-être que par contrainte, finalement, elles sont lancées peut-être un peu trop tôt sur le sujet. Pour 22% et pour 16%, il y a pas, la crise n'a pas vraiment fait évoluer les pratiques. Il y a à la fois pas eu d'évolution pour 22% et pour 16% des associations qui ont répondu, l'utilisation du numérique était déjà limitée et c'est avant la crise et c'est toujours le cas. Un chiffre qui nous paraît important ici, c'est le chiffre des 17% des associations, des responsables associatifs qui n'ont pas répondu finalement à cette question. Alors, deux interprétations possibles liées à cela. La première, c'est est-ce que le responsable associatif qui n'a pas répondu n'avait pas suffisamment de visibilité sur ce qui se passait au sein de sa structure en matière de numérique? Ou est-ce que, deuxième interprétation, le ou la responsable associatif n'ont pas finalement de recul suite à la mise en place d'un outil pour dire effectivement ça a fait évoluer nos pratiques et c'est positif, ou au contraire, ça n'a pas fait évoluer nos pratiques et aujourd'hui je le perçois négativement. Donc peut-être ces responsables-là en question ont besoin de plus de temps pour effectivement déceler ce qui marche et ce qui marche moins bien. Il y a une deuxième approche qui consiste vraiment à se focaliser sur l'ensemble des associations qui tirent aujourd'hui bénéfice de ces pratiques. Et en fait, c'est ces fameux 38%. Quand on additionne donc, le 26% ici et le 12% d'associations pour qui ils ont
on a une accélération des pratiques ou pour celles qui se sont lancées à l'occasion de la crise, on arrive à ces 38%. Et donc, l'idée dans le cadre de l'étude, c'était de voir, comprendre finalement quels ont été les effets positifs pour ces 38% d'associations. C'est ce qu'on va voir du coup dans la slide suivante. Donc, il y a pas mal d'évolutions qu'on constate avec différents niveaux de constatation par les dirigeants associatifs. On retrouve en numéro 1 une meilleure participation qui est renforcée par le distanciel. On le voit à travers notamment le développement des outils de visioconférence, tout ce qui a pu être mené, en fait, initié à l'occasion de la crise, notamment justement parce qu'il était impossible de se réunir en physique, que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été constaté par les dirigeants. Donc 61% pour cette évolution-là. Ensuite, pour la moitié des associations, on a à la fois une meilleure circulation de l'information, du gain de temps sur l'administratif, et enfin, et ça c'est plus pour les associations pour le coup employeuses, le télétravail est désormais proposé au sein de la structure. Et donc là, on l'analyse comme quelque chose de plutôt positif pour les structures. Concernant la prise de décision facilitée, on est à 31% parmi ces 38% qui constatent cette évolution positive. Alors, on pourrait croire qu'avec une meilleure participation, une meilleure circulation de l'information, on pourrait avoir derrière une prise de décision qui soit vraiment plus facilitée. On voit que du coup, ce n'est pas systématique. On peut considérer que c'est un facteur, que la meilleure circulation de l'information et la participation peut être un facteur de prise de décision facilitée, mais on voit que ce n'est quand même pas systématique. Enfin, sur les deux derniers chiffres, sur l'automatisation des adhésions et la billetterie et le développement du télébénévolat, donc on est à 18% et 12%. Encore une fois, on est vraiment là sur une moyenne au niveau national. On peut facilement considérer, par exemple, pour le développement du télébénévolat, par exemple, si on appliquait un critère pour des associations qui n'ont aucun salarié mais qui travaillent uniquement de bénévoles, que ce chiffre-là serait beaucoup plus élevé. Donc, encore une fois, ces chiffres paraissent bas, mais en fonction de qui vous êtes, association bénévole ou pas, il peut y avoir des différences sur ce chiffre. On est bien sur une moyenne ici. Pour résumer, finalement, les effets de la crise, qu'ils aient été positifs ou négatifs, je vous présente un témoignage qui montre que justement la réponse elle n'est pas évidente sur l'impact de la crise sur les pratiques. Donc ici, dans ce témoignage-là, on voit bien que le numérique a permis de garder le lien entre les administrateurs et les salariés, mais également avec une partie des bénévoles et des usagers de l'association. En revanche, cette accélération de l'utilisation des outils, qui parfois s'est faite de manière forcée pour justement maintenir ces activités, maintenir le lien, elle a pu, pour beaucoup d'associations, creuser la fracture numérique avec certains publics, avec notamment des problématiques autour de l'équipement informatique, des compétences et de l'appétence. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'analyser finalement vraiment sur l'impact, vraiment sur l'ensemble du secteur, sur les niveaux de maturité exprimés par les associations sur le numérique. Est-ce que finalement, la crise qui a pu générer de nouveaux usages, qui a pu accélérer pour beaucoup d'associations 38% les pratiques qui ont généré derrière des effets positifs, comment ça s'est traduit en termes de niveau de maturité? Alors, comme il y a une diversité du tissu associatif, il y a également une pluralité des situations. On va le voir ici. Quelle est la maturité exprimée par les responsables associatifs vraiment sur ce sujet-là? On voit qu'en 2022, donc je vais vous demander de vous focaliser vraiment pour l'instant sur les barres du diagramme, les barres roses du diagramme.
avant de parler des barres bleues, donc des chiffres de 2019, on voit que la majorité des associations aujourd'hui se sentent en progrès sur le numérique. 21% se sentent expérimentés, 22% se sentent peu initiés, et pour 3%, il n'y a pas de réponse sur le sujet. Donc on voit, maintenant qu'on compare avec 2019, qu'il n'y a en fait pas vraiment de différence entre 2019 et 2022 malgré justement cette accélération des pratiques. Là, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est vraiment là sur une maturité numérique exprimée par les responsables associatifs. Est-ce que finalement, le fait d'avoir utilisé à l'occasion de la crise typiquement des nouveaux outils de visioconférence, de partage de documents, etc., ça n'a pas été justement une des raisons pour laquelle les associations aujourd'hui se posent encore plus de questions et ont du mal finalement à se sentir euh, plus en progrès et restent aujourd'hui peu initiées, ou inversement, si des associations se sentent en progrès et restent en progrès, et pourquoi ne s'y pas expérimenter. Il n'y a pas vraiment d'évolution notable, en tout cas sur cette structure-là. On va le voir sur le plan des objectifs et des difficultés, qu'effectivement, il y a quand même eu des évolutions en termes de maturité, mais en termes de maturité exprimée, ce n'est pas forcément évident. Quelques tendances, toutefois, et ça, on avait déjà fait cette analyse-là lors de l'étude en 2019, c'est que la part des associations expérimentées croît avec le nombre de salariés. Plus en fait on a de salariés, plus on a de chances en fait d'être expérimenté sur le sujet du numérique. Euh, En comparaison, typiquement, si on est une association bénévole, peut-être que de base, on a aussi moins besoin d'outils pour se professionnaliser. Donc, c'est vraiment important quand on a des salariés, vraiment d'intégrer de plus en plus les outils numériques. Même si on le voit aussi parmi les associations bénévoles, qu'il y a un véritable besoin de s'appuyer sur le numérique pour mieux travailler ensemble. Ensuite, les associations avec les caractéristiques suivantes sont le plus souvent peu initiées. Donc, c'est plutôt les associations qui ne font pas partie de réseaux, qui n'ont pas ou peu de salariés et qui sont implantées en zone rurale ou quartier politique de la ville. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'évolution entre 2019 et 2022, on aurait pu penser qu'il y ait une part de structures non initiées au profit des en progrès. Il n'y a pas eu de baisse en fait, de structures peu initiées. Donc, c'est vraiment paradoxal, vraiment d'un point de vue de la maturité exprimée. Et enfin, deuxième point paradoxal, c'est que pour 18% des associations entre 20 et 49 salariés se sentent peu initiées sur le sujet du numérique. Donc, pour ces associations-là, entre 20 et 49 salariés, peut-être qu'il y a un cap finalement à franchir pour vraiment se sentir plus à l'aise sur le sujet. Est-ce que ce cap, il est financier? Besoin d'avoir justement de l'investissement, des ressources financières pour mettre en place de la formation, pour s'équiper en matériel informatique. On le verra tout à l'heure. Ou est-ce que c'est au niveau de la fluidité de l'information? Il y a besoin vraiment de franchir un cap pour vraiment se sentir mieux en progrès sur le sujet. Maintenant qu'on a parlé vraiment de la maturité numérique exprimée, nous, ce qui nous a paru important en 2019 et encore en 2022, c'est vraiment d'analyser vraiment sur la qualité des personnes qui s'impliquent sur le sujet du numérique. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va avoir une incidence finalement sur la réussite, sur sa transformation numérique, sur qui s'implique sur ces sujets et combien de personnes s'impliquent sur ces sujets. Encore une fois, je vais vous demander de vous focaliser sur les barres roses du diagramme pour vraiment se focaliser d'abord sur les chiffres de 2022, où on voit que en 2022, 32%, pour 32% des répondants, on a un référent unique sur le sujet du numérique, 23% pour quelques personnes initiées, 10%, la plupart des membres actifs de l'association sont impliqués sur le sujet. C'est 21% pour le conseil d'administration ou le bureau. Et enfin, aucune personne en interne, 5%, et je ne sais pas vraiment répondre, 9%. Ce qu'on constate, du coup, encore une fois, quand on regarde les chiffres de 2019, là, cette fois-ci, on voit qu'il y a quand même une évolution, notamment sur l'implication des référents, d'un unique référent sur le sujet. Alors, ça peut paraître aussi paradoxal dans le sens où on s'attendait justement à ce que, et c'est ce
parmi les bonnes pratiques qu'on recommande, c'est qu'il y ait vraiment un partage, une connaissance partagée sur le sujet du numérique, que tout le monde, que la plupart des membres actifs de l'association vraiment s'impliquent sur ces sujets-là. Et on voit qu'en fait, entre 2019 et 2022, on assiste vraiment à une concentration de la connaissance, des savoirs sur une seule personne unique. Euh, et est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que c'est quelque chose qui est conjoncturel, donc lié typiquement à la crise, où il a été plus facile pour les associations de se reposer sur la personne qui avait une appétence sur le sujet du numérique, qui était aussi motivée pour mettre en place des choses, et vraiment se reposer sur cette unique personne-là pour mettre en place des outils? Est-ce que c'était une question de, voilà, c'était une raison conjoncturelle ou est-ce que c'est structurel et ça, pour le coup, on n'a pas le chiffre, donc on attendra de voir l'étude en 2025 pour voir si effectivement on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus partagé en termes de connaissances, en termes de collaboration et d'avoir une plus grande part d'associations où la plupart des membres actifs sont impliqués sur le sujet. Le deuxième point qui me paraît aussi important à noter, c'est que le conseil d'administration et le bureau pardon, sont plus impliqués en 2022 qu'en 2019, ce qui n'est pas étonnant au vu de la nécessité, voilà, comme je disais tout à l'heure, de maintenir l'activité, maintenir le lien et continuer voilà, à échanger au niveau de la structure. Voilà, c'est un des points en tout cas qui est très positif en tout cas en matière de qui s'implique sur le sujet du numérique. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'implication des membres par critère. Là-dessus, je vous inviterai à vous référer sur l'étude, hein, le rapport complet. Vous pourrez voir du coup quelles sont les tendances par caractéristiques, secteur et puis par niveau de maturité sur l'implication des membres. Là-dessus, voilà, je vous inviterai plutôt à aller regarder l'analyse sur le rapport écrit complet. Je pense que le plus important, ce que je vais vous présenter là tout de suite, c'était plus de dire que plus la taille de l'association augmente, plus le numérique est aux mains d'un seul référent. Ça, c'est pour contrebalancer ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'effet conjoncturel. Pour certaines structures qui dépassent la cinquantaine de salariés, effectivement, ça peut être plus pertinent, plus intéressant de se reposer sur une seule personne qui va coordonner pour du coup une grande structure la mise en place des outils numériques. Donc maintenant qu'on a un peu décrypté finalement le niveau de maturité numérique exprimé par les associations, qui s'implique et combien de personnes s'impliquent principalement sur ces sujets, maintenant abordons la question des objectifs du numérique. Quels outils numériques, mais d'abord pourquoi faire, quels sont les objectifs qu'on va rechercher derrière. Alors, avant vraiment de rentrer dans ce sujet, dans le cœur de ce sujet, je voulais juste faire un petit topo méthodologique que j'aurai l'occasion de refaire tout à l'heure sur les objectifs et la question des objectifs pour nous, Solidatech, et en tant qu'accompagnateur d'associations sur le sujet, elle est assez fondamentale puisqu'il faut vraiment partir de votre projet associatif pour découler votre stratégie et vos objectifs avant même de penser à outils numériques. Donc, je voulais juste faire ce petit topo-là pour vous dire, repartez vraiment repartez de votre projet associatif avant même de penser numérique et outils. Pensez d'abord quels sont les objectifs que vous recherchez avant vraiment de penser à outils numériques. Dans le cadre de l'étude, bien évidemment, ce qu'on a posé comme question, c'est quels sont les objectifs que vous recherchez grâce au numérique en 2022. Ce qu'on retrouve ici, donc c'est le top 4 des objectifs recherchés. Encore une fois, je vous inviterai à aller sur le rapport pour aller voir l'ensemble des objectifs qui sont recherchés par les associations. Je voulais juste faire le focus sur ces 4 principaux objectifs. Le premier, à 74%, mieux faire connaître l'association. C'est un objectif qu'on retrouve en numéro 1 depuis 2013, et qui est vraiment l'objectif principal recherché par les associations, à travers notamment un site web, des réseaux sociaux, des newsletters, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les associations lorsqu'ils vont utiliser des outils numériques. On retrouve derrière
de multiples objectifs qui ont pas mal évolué ces dernières années, qui signent également que le secteur associatif gagne en maturité, puis qu'il voit d'autres objectifs derrière liés au numérique, qui n'est pas juste gagner en visibilité. C'est améliorer l'animation du réseau, donc ça peut comprendre informer, fidéliser ses membres, ses adhérents, donc à 70%. À 63%, c'est gérer plus efficacement les activités, comme par exemple la gestion des adhésions, la comptabilité, donc grâce au numérique. Et enfin, en numéro 4, donc à 50%, c'est travailler plus efficacement ensemble. Et donc ça, c'est un objectif qui gagne en importance en fait ces dernières années, et d'autant plus avec la crise qu'on a vécue et qui a nécessité vraiment l'utilisation des outils numériques pour justement mieux collaborer ensemble. Justement, en parlant de crise, du coup, nous, on a voulu faire un focus sur justement les usages qui ont fortement progressé, et on voit effectivement que sur ce sujet-là, pour travailler plus efficacement ensemble, on a gagné vraiment 11 points entre 2019 et 2022. On était à 39%, 39% en 2019, ce qui montre vraiment que la crise a pu avoir un véritable impact sur cette volonté vraiment d'utiliser le numérique pour cet objectif. Et dans le même esprit, et c'est propre en tout cas au secteur associatif, c'est sur l'organisation des AG ou du CA en ligne. 24% des associations utilisent le numérique pour cet objectif-là. On n'a malheureusement pas les chiffres en 2019 pour comparer, mais on imagine que l'évolution elle a été vraiment très significative pardon, ces 3 dernières années. Peut-être petit rappel en matière de législation sur le sujet. Il faut bien mentionner dans vos statuts d'association la possibilité justement d'organiser des AG ou des CA en ligne. Ça, c'est un des rappels qu'on fait régulièrement aux associations lorsqu'elles choisissent de mettre en place ce type-là de dispositif. Donc de visioconférence pour justement organiser des AG ou des CA. Donc maintenant qu'on a évoqué un peu les grands objectifs finalement recherchés par les associations grâce au numérique, quels sont les outils qu'on va mettre derrière? Alors on a toute une palette d'outils qui existent, donc voici les grands types d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces outils et de chaque chiffre, peut-être se focaliser sur les principaux outils qui sont utilisés par les associations, et notamment ce qu'on regarde ici, ce qu'on voit ici dans le top 3, top 4. Donc dans le top 2, on voit que 71% des associations utilisent un site Internet, 71% des associations utilisent les réseaux sociaux. On voit que ça fait vraiment écho finalement à cet objectif de mieux faire connaître l'association pour 74% des associations. On voit que sur les réseaux sociaux, on est vraiment sur une évolution entre 2019 et 2022. Je crois qu'on a gagné 3 points par rapport à 2019. Donc, les associations sont aujourd'hui plus sensibilisées sur l'opportunité offerte par les réseaux sociaux pour communiquer avec leur public. Ça fait aussi écho aux nouveaux usages en tant qu'utilisateur des outils numériques. Tandis que pour le site Internet, on est vraiment sur une stabilisation vraiment sur l'usage entre 2019 et 2022. On n'a gagné qu'un seul point. Ensuite, sur les outils de visioconférence, donc là, on constate vraiment une percée d'utilisation de cet outil-là. On arrive à 56% en 2022. Et dans le même esprit, et je pense que c'est pas mal lié aussi au confinement et au travail à distance, le besoin de travailler à distance, c'est tout ce qui est autour des outils de partage et de stockage de documents. 43% des associations l'utilisent aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres chiffres, peut-être faire un petit focus sur ce chiffre-là de 13%. 13% utilisent des plateformes de recherche de bénévoles. Alors, les plateformes de recherche bénévoles vous permettent, en tant qu'association, de publier des missions sur Internet, d'affiner certains critères, préciser si c'est du télébénévolat, si c'est du bénévolat classique, si c'est des missions de courte ou longue durée.
Aujourd'hui, il y en a 13% qui en utilisent. Ils étaient 6% en 2019. Donc, il y a vraiment ici une grosse progression aussi sur ce type-là d'outils. Autre focus que je voulais vous faire, et là, on n'est vraiment pas sur c'est une catégorisation classique que je vous ai présentée juste avant, dans la slide précédente, c'est sur les outils libres, où lors de chaque étude, on interroge les associations sur leur usage des outils libres. Peut-être un petit topo, enfin une petite définition de ce que c'est un outil libre. Ce sont en fait l'ensemble des outils dont le code est accessible à tous, modifiable, duplicable et qui peuvent être redistribués à la vente ou pour d'autres usages, et donc dont l'utilisation finalement globale est plutôt libre, ce qui correspond finalement pas mal à une volonté voilà, de beaucoup d'utilisateurs qui ont des valeurs plutôt orientées sur l'éthique, parce que effectivement, ces outils où il y a effectivement une transparence du code, à l'inverse de ce qu'on appelle des outils propriétaires, où pour le coup, le code n'est pas accessible, on ne sait pas derrière ce qu'il y a derrière l'algorithme. Et donc, quelles sont aujourd'hui les tendances observées en matière d'utilisation des outils libres depuis 2016? On constate finalement que l'évolution est plutôt stable, puisque on revient au chiffre de 41% en 2022, c'était 42% en 2019. Du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution en matière d'utilisation de ces types d'outils-là. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense qu'il y a plusieurs interprétations derrière cette stabilisation finalement de ces outils libres. La première, c'est finalement que malgré la percée des outils comme Zoom ou des outils propriétaires, dits propriétaires, notamment depuis la crise, qui ont connu un véritable succès, c'est que en fait, l'utilisation de ces outils-là, elle est restée finalement présente. Elle a toujours un intérêt pour les associations qui les utilisent, pour des raisons éthiques ou des raisons en termes de praticité, de fonctionnalité. Donc, c'est un usage qui reste quand même important et du coup, c'est une bonne nouvelle que ce soit stabilisé entre 2019 et 2022. Il y a d'autres points, et là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne un peu une compréhension, et ça nous donne aussi une compréhension sur pourquoi les outils libres aujourd'hui, l'utilisation est restée stable, pardon. Et en fait, le principal chiffre que je souhaitais vous mettre en avant aujourd'hui, et ça peut vous concerner aujourd'hui, c'est que 15% des associations en fait, auraient besoin d'être accompagnées. On voit l'utilité, mais on aurait besoin d'être accompagnées pour vraiment mettre en place des outils libres, parce que ça peut effectivement nécessiter pas mal de questionnements, pas seulement en termes de raisons pratiques ou des raisons éthiques, mais plutôt sur le côté hébergement de la solution, bien maîtriser du coup tous les coûts qu'il peuvent y avoir derrière en termes d'hébergement, de développement, de maintenance, etc. Donc, c'est pas étonnant du coup que 15% aujourd'hui des associations souhaiteraient être accompagnées sur le sujet. On voit aussi, et ça c'est une autre tendance, que c'est plutôt les associations expérimentées qui vont utiliser ce type-là d'outils libres. Donc on voit que c'est aussi pas mal de prérequis, je pense, de la part des associations avant de se lancer sur ce type-là de logiciel. Maintenant qu'on a... Oui, Maurice, je me permets juste en termes de gestion du temps pour te dire qu'on a relativement, je pense que tu es très clair, on a relativement peu de questions, les gens sont sages. Donc n'hésite pas, je pense que 5 minutes suffiront, en tout cas, sauf si tout le monde se réveille à la fin, mais pour répondre aux questions, donc n'hésite pas à viser jusqu'à 25 pour ta présentation si besoin, comme je vois que tu ne te presses pas trop sur la fin, voilà, ça sera plus intéressant pour tout le monde, je pense. ça marche. Maintenant qu'on a parlé du coup des objectifs, des outils pour y répondre, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, associations, lorsqu'on va initier sa transformation numérique, à mettre en place des outils, c'est de comprendre finalement quelles sont les difficultés rencontrées dans le secteur pour justement derrière mieux identifier et mieux les surmonter. Du coup, on a interrogé l'ensemble des répondants à l'enquête sur les difficultés qu'ils rencontraient sur le sujet.
Alors, au global, et je le disais tout à l'heure, par rapport à la maturité numérique exprimée, au global, on constate qu'il y a moins d'associations en difficulté aujourd'hui par rapport à 2019. En 2019, 16% des responsables associatifs déclaraient ne rencontrer aucune difficulté sur les sujets relatifs au numérique. On est passé à 24% en 2022, qui est un point très positif, bien évidemment. Toutefois, il y a quand même beaucoup d'associations aujourd'hui, donc quand même 76% qui rencontrent des difficultés. L'idée de l'enquête, c'était vraiment de comprendre ces difficultés-là. Pour cela, en fait, on a regroupé des difficultés selon 4 thématiques que je vous présente rapidement. Les difficultés liées à l'humain, en fait, c'est tout ce qui est pouvoir lever l'appréhension de certaines personnes, trouver les bonnes compétences, maintenir les relations humaines. Toutes les difficultés d'ordre technique, c'est par exemple avoir une bonne connexion à Internet, avoir une meilleure connaissance des outils, suivre les évolutions sur le marché, assurer la maintenance, veiller à l'articulation et à la compatibilité entre les outils. On a tout ce qui est lié aux difficultés financières. Donc, c'est par exemple difficulté à trouver des moyens pour s'équiper, pour former les bénévoles et ses salariés, faire appel à des prestataires pour se faire accompagner notamment, etc., etc. Et enfin, dernier type de difficulté, c'est tout ce qui est lié à la stratégie. C'est pouvoir garantir la cohérence avec son projet associatif. Comme je le disais tout à l'heure, revenir vraiment à quels sont les objectifs qu'on souhaite au niveau de l'association. Donc, est-ce que le numérique permet de maintenir cette cohérence avec son projet, choisir les outils adaptés, évaluer la pertinence et ne pas de perdre de vue le cœur de son projet associatif en développement de nouvelles prestations. Ce qu'on voit et ce qu'on a aussi vu en 2019, c'est que la principale difficulté finalement rencontrée par les associations, et je pense que ça fait pas mal écho à ce que vous pouvez vivre vous en tant qu'association, c'est les difficultés liées à l'humain. On est à 48% en 2022. Bien évidemment, les difficultés techniques, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'associations qui n'ont pas forcément une bonne maîtrise encore de tout ça, à la fois en termes d'infrastructure, en termes de matériel informatique. Donc, c'est également lié, bien évidemment, à la difficulté financière, mais aussi une meilleure connaissance des outils, bien connaître les outils avant de penser à comment on pourrait les utiliser pour les rattacher à nos objectifs. Sur les difficultés financières, je ne vais pas revenir dessus. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir d'ailleurs sur comment les associations aujourd'hui font pour se financer sur les sujets du numérique. Et enfin, et je pense que ça, cette difficulté, elle nous est particulièrement importante puisqu'elle a subi une évolution assez remarquable entre 2019 et 2022, et pas dans le bon sens, puisqu'on est passé de 19% en 2019 à 24% en 2022. Aujourd'hui, beaucoup plus d'associations, effectivement, constatent, on le voit mieux sur ce graphique, constatent des difficultés vraiment liées à la stratégie. Pour moi, ça fait écho à plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, beaucoup d'associations se sont lancées un peu nez dans le guidon lors de la crise pour utiliser des outils numériques et parce qu'elles n'avaient pas forcément le choix. C'était vraiment dans une contrainte de maintenir cette activité, maintenir le lien avec ses bénévoles, euh, rendre des fichiers accessibles pour des personnes qui travaillent à distance, etc. Mais qu'elles n'ont pas forcément eu le temps de faire deux, trois pas en arrière, de se dire, bah, est-ce que finalement le numérique aujourd'hui il me sert dans ma structure et déjà pour quel objectif? C'est aussi, encore une fois, se rattacher encore aux objectifs de l'association. Donc là-dessus, on constate que pour les autres objectifs, là où on assiste à une baisse, notamment sur le plan humain et sur le plan financier. Là, sur les difficultés stratégiques, on est vraiment sur une hausse de difficultés sur ce plan-là. Et c'est vraiment un des enseignements clés, en tout cas inédits, qu'on a constaté entre 2019 et 2022, un véritable besoin d'accompagnement sur ce volet-là. Justement, en réponse à ces difficultés, on a essayé d'analyser, de voir quels étaient les leviers d'action identifiés par les associations pour répondre à ces différentes difficultés. Alors, on distingue deux, trois groupes de leviers d'action. Vous retrouverez le détail de ces leviers d'action, quelle est la part des associations qui les identifient, donc plus en détail dans le rapport complet. Là, on vous montre les 9 leviers d'action principaux qui sont identifiés.
Alors, on a un premier groupe de levée d'action qui concerne plus du coup tout ce qui est en lien avec justement les difficultés liées à la technique qui concerne 34% des associations aujourd'hui. Donc tout ce qui est autour de avoir une meilleure connaissance justement des outils existants sur le marché, il y en a beaucoup. Une mise à niveau des membres ou pas initiés. Et enfin, des formations techniques pour chaque usage outil. Ensuite, on a un deuxième groupe qui va plus être en réponse aux difficultés justement humaines, qui est la première difficulté rencontrée par les associations, les difficultés humaines. C'est tout d'abord avoir une volonté partagée par toute l'équipe de s'appuyer sur le numérique, avoir bien identifié au sein des équipes les opportunités, comment ça pourrait nous permettre d'améliorer notre quotidien au sein de l'association. Ce qu'identifient également les associations, c'est plus tout ce qui est temps d'échange et de réflexion en interne, justement de sacraliser des temps où on peut justement échanger sur les opportunités, mais également les difficultés, de sorte à ne pas laisser des personnes de côté dans la réflexion et la mise en place des outils. Ça, c'est assez important. Et enfin, un autre levier d'action qui est pas mal identifié par les associations et qui permet de gagner énormément de temps justement dans la réflexion, c'est d'avoir des partages d'expériences avec d'autres associations. Ça, c'est ce qu'on vous recommande en tout cas de faire pour justement aller voir une autre association qui peut avoir des domaines d'activité similaires aux vôtres, d'aller voir du coup quels sont les outils qu'ils utilisent, est-ce qu'ils ont des retours d'expérience à faire sur ces outils-là, etc. Ça, c'est pas mal identifié aujourd'hui parmi les associations. Troisième groupe de levée d'action qui, cette fois-ci, sont réponse à la fois aux difficultés liées aux difficultés financières, donc bien évidemment des moyens financiers, ça va de soi. Des solutions mutualisées pour partager des coûts. Ça peut être le cas notamment pour des associations qui veulent mutualiser des coûts de formation, par exemple, ou par exemple mener un appel à prestat et codéfinir avec des structures similaires, donc un cahier des charges. Donc pour mutualiser des coûts, il peut y avoir certaines choses qui peuvent être intéressantes à faire, voilà, pour rationaliser un maximum tout ça. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, en réponse à ces 24% des associations qui rencontrent des difficultés stratégiques, également une vingtaine, enfin 20%, 24% des associations ont identifié derrière ce levier d'action qui est avoir un accompagnement personnalisé pour définir une stratégie et derrière un plan d'action pour mener mener à bien sa stratégie liée au numérique. Donc voici, enfin voilà, c'était principalement les leviers d'action. Maintenant, si on rentre plus dans le détail sur le côté euh, accompagnement personnalisé donc de l'externe et sur la façon dont se financent les structures. C'est ce que je vais aborder maintenant. On a posé la question en 2022, on ne l'avait pas posé en 2019. Donc, c'était pour comprendre un peu justement en cas de besoin de conseils sur les sujets du numérique. Concrètement, vers qui vous tournez-vous pour obtenir des conseils personnalisés sur le sujet? Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'associations en fait, reposent pas mal soit sur leur entourage, un ami ou une personne de leur entourage, pour 52% des associations, et 44% font des recherches ponctuelles sur Internet en vue de cet objectif-là, donc d'avoir des conseils sur le numérique. Ce qui est quand même assez important au vu de l'offre justement de dispositifs qui peuvent exister à la fois au niveau des têtes de réseau, à la fois au niveau, comme je disais tout à l'heure, des dispositifs locaux d'accompagnement. Donc là, c'est plus un message pour ces dispositifs-là de se rendre plus visible au sein de l'écosystème pour justement pas que les associations se retrouvent livrées à elles-mêmes quand elles ont besoin de conseils sur le sujet du numérique. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la partie financement. Et encore une fois, et ça va vraiment dans le même esprit que ce que je disais précédemment, les associations, de façon générale, sont quand même
pas mal livrées aussi à elles-mêmes quand il s'agit de faire appel à du financement externe, puisque aujourd'hui, 92% des associations utilisent leurs fonds propres en partie, justement pour financer la mise en place d'outils numériques. Et que pour les subventions publiques, les financements privés, les prêts ou les solutions de crowdfunding, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins important. Donc euh, un vrai besoin, voilà, je pense, de la part des associations de diversifier un peu plus leur mode de financement. On voit qu'aujourd'hui, elles sont encore pas mal livrées à elles-mêmes sur ce sujet. Peut-être avant d'aborder du coup ces quatre clés de la transformation numérique en guise de conclusion, peut-être si ça te va, Lorraine, s'il n'y a pas de questions pour le moment, on peut peut-être présenter le tableau de bord interactif, Alors, sauf s'il y a des questions sur le sujet. j'ai surtout peur que ce soit un petit peu court, honnêtement, là, en 4 minutes pour tout faire. Mais du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est de prendre une ou deux questions qui ont été posées et puis voir après en fonction du temps qui reste. Mais comme ça, ceux qui doivent partir, alors, auront peut-être eu la réponse à leurs questions. On va commencer par une question de Claire qui se demande si on a des éléments dans le cadre de l'étude sur le fait que est-ce qu'il y a y a-t-il pour les associations une réflexion, une résistance idéologique au numérique qui puisse être liée à plein de trucs, hein, au GAFAM, à l'impact écologique, à la perte de contact humain, mais est-ce qu'on a identifié comme ça une certaine résistance quoi, aux réflexions? Oui, bien évidemment. Alors, du coup, justement, par rapport à la question de Claire, donc sur les GAFAM, l'impact écologique, c'est des sujets qu'on aborde sous le prisme justement des outils libres, sur l'aspect éthique. Donc, les GAFAM, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est les acteurs de type Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, donc des gros acteurs américains qui développent des solutions dites propriétaires, donc dont le code n'est pas accessible de tous. Donc, on ne sait pas derrière ce qu'il y a l'algorithme, on ne sait pas ce qu'il y a derrière en matière d'utilisation des données. Et c'est là où, du coup, notre analyse à travers l'étude, c'était de se demander déjà quelle était la part des associations qui utilisent des outils libres et pour combien d'associations, quelle est la part des associations qui l'utilisent pour des raisons éthiques et pas juste fonctionnelles. Donc, c'est un peu par ce prisme-là qu'on aborde cette question. Euh, sur la partie impact écologique, vous pourrez retrouver dans le rapport complet, on vous donne un ensemble de ressources justement en réponse à pas mal de sujets justement liés à la sobriété numérique, notamment un guide de l'ADEME pour sensibiliser un plus grand nombre au sein de votre structure sur effectivement un bon usage des outils numériques, minimiser un maximum son impact, puisque effectivement le numérique a un impact environnemental non nul. Tout un volet, bien évidemment, sur l'achat de matériel informatique reconditionné. Il y a aussi toute la question du parc informatique. Et puis sur les réticences, bien évidemment, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'analyser au niveau des difficultés liées à l'humain que je présentais tout à l'heure. Et vous pouvez retrouver un ensemble de verbatim dans le rapport complet qui, je pense, feront écho à pas mal de choses que vous pouvez vivre au sein de vos associations. Merci, Boris. Une question aussi de Van Pan, à laquelle je vais partiellement répondre et tu compléteras si besoin, qui demande, vous conseillez aux acteurs qui accompagnent les assos de se rendre visibles. Avez-vous un conseil pour y arriver? Alors, au moins pour un premier niveau de réponse, on va dire, mais j'aurais tendance à dire que tout dépend à quel enjeu, à quelle échelle vous intervenez. Parce qu'il y a plein d'acteurs de l'accompagnement qui sont uniquement à échelle locale et plein d'autres qui peuvent accompagner à l'échelle nationale. Donc, si vous êtes à échelle locale, eh ben, de vous rapprocher d'acteurs locaux du terrain, comme par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais voilà, les maisons d'association qui seraient dans votre région qui seront sûrement à même de vous conseiller, voire même de vous recommander, etc. Et à échelle plus générale, nationale, et ben de faire de même, et du coup avec des intervenants, enfin, des acteurs de l'écosystème
globaux, comme par exemple, je parle de ce que je connais, mais on est loin d'être les seuls, hein, mais comme par exemple le fait de vous rapprocher de Solidatech. Je parlais en introduction de Prestatech qui présélectionnait les prestataires informatiques, les formateurs, ceux qui font du conseil, etc., justement sur le numérique auprès des assos. Bah, typiquement, vous gagnez en visibilité quand vous êtes inscrit sur cette plateforme, soit en passant complètement gratuitement, qui plus est. Est-ce que tu veux compléter, Boris? Ah oui, pour compléter, du coup, ce que je disais en intro, c'est que nous, on coporte avec le mouvement associatif, donc le centre de ressources du DLA sur le sujet du numérique. Donc, on accompagne des chargés de enfin, on vient en appui des chargés de mission DLA au niveau national sur le sujet du numérique. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à contacter le DLA de votre région, de votre département, pour justement obtenir du conseil, de l'accompagnement justement sur ces différents sujets-là, de faire un diagnostic justement sur le numérique et derrière de faire des demandes justement par rapport à des accompagnements qu'ils peuvent faire sur la mise en place d'un outil, un besoin spécifique. Ça marche. Merci, Boris. Euh, Est-ce que, Boris, tu pourras mettre le site web du DLA dans le chat, s'il te plaît? Ça rendra notamment service à Philippe. Merci. Ouais, ça marche. Je propose, je conclus pour ceux qui doivent partir à l'heure et ce qu'on comprend totalement. Et je vous remercie pour votre présence jusque-là. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Et puis, vous retrouverez ce que Boris va finir de présenter là sur la fin. Version replay, du coup, vous l'aurez compris, et également le support de présentation et puis le lien vers l'étude complète, etc. Enfin, vous retrouvez tout ce qu'il faut dans notre centre de ressources. Et puis, je te laisse la parole pour dépasser de 5-10 minutes max, Boris, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps à passer avec nous. Ouais, carrément. Alors, je mets juste le lien info-dla.fr sur la discussion. Merci beaucoup. Et pour conclure, du coup, sur les clés pour une transformation numérique réussie, ça, c'est des clés en fait de la transformation qui sont tirées finalement de notre expérience finalement du secteur associatif et notamment sur le sujet du numérique. Donc des retours terrain, mais également des études qu'on a publiées en 2013, 2016, 2019. Le premier point, et ça, je crois que j'ai suffisamment insisté tout à l'heure, c'est de ne pas perdre de vue le projet associatif, vraiment considérer le numérique comme une boîte à outils, mais pas comme une fin en soi. Vraiment repartir de quelle est votre mission, vous, en tant qu'association, et ensuite réfléchir à comment le numérique peut vous accompagner dans vos missions. Le deuxième point, c'est vraiment considérer la singularité de chaque projet numérique. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de schéma reproductible à l'identique, mais vraiment que vous avez une réalité qui vous est propre, un contexte, votre propre rythme, vos propres objectifs, et que vous avez d'abord intérêt à vous recentrer un peu sur qui vous êtes avant de justement de vous lancer vraiment tête baissée sur le numérique. C'est prendre en considération, bien évidemment, l'ensemble des compétences qui existent au sein de votre structure et intégrer même les personnes les moins à l'aise sur le sujet dans la réflexion, de sorte justement à limiter un maximum cette fracture numérique qu'on avait évoquée tout à l'heure sur le volet de la crise. Le troisième point, et ça fait un peu écho justement à ce côté de fracture numérique, mais c'est aussi pour vous faciliter vraiment dans cette transformation numérique qui est avant tout organisationnelle, humaine, c'est instaurer une culture numérique partagée. Donc, c'est proposer typiquement un bagage minimum à l'ensemble de vos salariés bénévoles, justement, sur qu'est-ce que c'est le numérique, vraiment s'aligner vraiment sur un vocabulaire commun et donner envie en fait de vraiment donner envie à chacun de s'impliquer un peu sur le sujet, puisque chacun finalement derrière a potentiellement un intérêt aussi dans une organisation de s'impliquer sur ces sujets-là et de ne pas être laissé du coup exclu de la réflexion. Enfin, et là-dessus, je vous inviterai à regarder, à aller voir un article ou l'étude où on détaille cela plus en détail. Donc, c'est un cheminement par étape.
qu'il s'agisse de mettre un outil finalement de visioconférence ou un outil de partage de documents, il faut suivre une méthodologie. Il y a pas de, enfin, il faut absolument suivre une méthodologie pour s'assurer qu'en fait, on ne perde pas de temps au final, qu'on ne concentre pas trop d'efforts sur un outil qui est finalement pas utilisé. Donc vraiment, pensez vraiment à cette méthodologie-là qui consiste à nommer un chef de projet en amont, définir les besoins de chacun sur les besoins métiers, les besoins au niveau de l'organisation. Ensuite, partir d'un groupe d'utilisateurs clés pour vraiment définir les besoins et une solution avant derrière de déployer à plus grande échelle la solution qui sera choisie. Donc, vous retrouvez en détail ces 8 étapes à la fois dans le centre de ressources Solidatech, mais également dans le rapport. Si vous avez décidé de mettre en place un outil numérique, je vous recommande vivement de passer par cette méthode-là. Pour conclure, donc il y a 2 ressources, hein, encore une fois, qu'on vous recommande de lire. Là, on était vraiment sur une présentation de l'étude, mais une synthèse finalement de l'étude. Vous retrouverez le rapport complet donc, sur l'URL suivante. Donc, je pense que Lorraine, tu l'as déjà mis dans le chat. Et puis, on a également, comme je le disais tout à l'heure, construit un tableau de bord interactif qui vous permet de comparer vos résultats, enfin, qui permet en fait d'affiner les résultats par critères, que ce soit des critères de secteur ou des critères de l'appartenance à un réseau ou non. Je vous montre rapidement comment ça marche. Donc, vous arrivez sur cette page-là et en fait, vous pouvez choisir par exemple, si vous êtes une association, par exemple, du secteur de l'environnement, vous pouvez comparer la moyenne des résultats des associations de ce secteur-là avec la moyenne au niveau de l'ensemble des associations. Pour prendre un exemple, pour 74% des associations, l'objectif recherché, donc c'est grâce au numérique, c'est mieux faire connaître notre association et nos actions. Donc à 74%, on passe à 83% pour les associations du secteur de l'environnement. Et vous pouvez voir aussi, même par outils, donc outils de communication, outils liés au fonctionnement, etc. etc. Vous avez même des chiffres sur l'utilisation des outils libres. On voit que dans l'environnement, typiquement, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, enfin, la part des utilisateurs des outils libres est plus conséquente que la moyenne au niveau national. Merci beaucoup, Boris, pour cet aperçu, comme tu le dis. C'est déjà un bel aperçu quand même des éléments principaux à retenir de cette étude. Vous l'aurez compris, on vous invite on espère que ça vous donne envie aussi d'aller en apprendre encore davantage en allant consulter le rapport, le tableau de bord. C'est hyper intéressant selon votre secteur, etc. C'est vrai que ça va être très, très parlant et riche de constater les écarts. Je te remercie beaucoup pour ta présentation et puis, soit dit en passant aussi, pour tout le travail qu'il y a eu en amont avec Recherche et Solidarité et Ensemble sur l'étude, parce que c'est quand même un beau bébé dont nous avons accouché là récemment. Et puis, je vous remercie tous les participants qui sont encore avec nous. Encore là, merci pour votre présence aujourd'hui. Replay et support de présentation et études complètes et la totale dans notre centre de ressources. Soyez dans votre centre pour les plus impatients d'entre vous. Hein, je vous ai mis le lien dans le chat et vous pouvez d'ores et déjà aller consulter l'étude complète. Vous n'avez pas besoin d'attendre notre message le début de semaine prochaine. Voilà, de la lecture pour ce long week-end qui arrive, si ce n'est pas beau ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur un autre webinaire. Merci Lorraine, merci à tous et bon week-end. Oui, Au revoir. salut Boris.